Nous allons à présent consacrer ces prochaines minutes à l'île de Cuba. Depuis la chute de Nicolas Maduro au Venezuela, la crise économique que traverse l'île s'est aggravée. Les États-Unis ont durci leur embargo contre les Cubains. Alors l'aide humanitaire internationale s'organise pour leur venir en aide. 140 personnes se sont envolées hier soir de l'aéroport de Miami pour acheminer des fournitures médicales. Marion Meyer. À l'aéroport de Miami hier soir, 140 volontaires et des centaines de colis. Près de 3 tonnes de cargaison à destination de La Havane pour venir en aide à la population cubaine. Nous allons apporter des provisions, beaucoup de matériel médical, de la nourriture et des équipements scolaires. Car ils ne reçoivent pas d'essence, ils n'ont pas d'électricité. Des Cubains à bout, car depuis plusieurs années, une grave crise économique paralyse leur pays. Une situation accentuée par le blocus pétrolier imposé par Washington depuis janvier dernier, privant régulièrement les 9 600 000 habitants d'électricité. Lundi, une panne générale a plongé l'île dans le noir pendant plus de 24 heures. Trump et Rubio ont imposé l'étranglement le plus impitoyable de Cuba en leur refusant le pétrole du Venezuela et du Mexique. C'est une violation du droit international. En plus de cette livraison, une flottille en provenance du Mexique est en route. Mercredi, un premier convoi aérien est arrivé dans la capitale cubaine avec à son bord 5 tonnes de fournitures médicales immédiatement distribuées dans les hôpitaux. Une aide précieuse pour les Cubains, alors que les pourparlers avec Washington s'enlisent. Je peux affirmer catégoriquement que le système politique cubain n'est pas négociable. Et bien sûr, ni le président ni la fonction d'aucun fonctionnaire cubain ne sont négociables avec les États-Unis, ni avec le gouvernement d'aucun autre pays. Des convois organisés par une coalition internationale de syndicalistes, humanitaires et figures politiques s'organisent pour acheminer de l'aide régulièrement dans le pays. Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Guy Christophe. Bonsoir. Vous avez été premier conseiller à l'ambassade de France à Cuba, c'était entre 2013 et 2017. Guillaume Ascari est également à mes côtés, journaliste de France 24, spécialiste de Cuba, de la politique cubaine. Bonsoir à vous. Guy Christophe, un mot pour commencer de la position française. On ne l'entend pas beaucoup s'émouvoir de ce que vivent en ce moment les Cubains. Est-ce que c'est parce que ce ne sont pas nos affaires, c'est la chasse gardée des Américains ? Dans une certaine mesure, oui. Il y a eu un fort intérêt pour Cuba sous la présidence de François Hollande, puisque c'était le moment faste où Cuba s'est ouvert au monde, ou au moins nous avons eu l'impression que Cuba s'ouvrait au monde. C'est la période dans laquelle Barack Obama est venu à Cuba, où le pape François est venu à Cuba, où les Rolling Stones sont venus faire un concert gratuit à Cuba. Bref, La Havane était le lieu où il fallait être, où il fallait se montrer. Donc la France a été présente dans ces années-là, mais entre l'arrivée de Trump, première administration, et la crise du Covid qui a tué le tourisme à Cuba, c'est sûr que les relations se sont vraiment amenuisées depuis cette période. Guillaume Ascari, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment, on a clairement une population asphyxiée par l'embargo, ne plus pouvoir recevoir de pétrole depuis la chute de Maduro. Ça, c'était l'estocade de trop. C'était au final, c'est-à-dire l'imprévu pour Cuba. Parce que Cuba sort de ces années Covid avec de grandes difficultés au niveau social, mais aussi au niveau économique. On peut parler aussi des grandes manifestations qu'il y a eu lors du début juillet en 2021, qui ont vraiment aussi été un choc aussi pour le gouvernement cubain. Donc là, finalement, ça a été le coup dur, puisque le Venezuela, faut pas l'oublier, c'est le premier partenaire commercial, avant même d'ailleurs la Chine, pour Cuba. Donc oui, ça a été un coup très dur. Et après, de ne pas pouvoir évidemment compter sur d'autres alliés, puisque l'autre allié, évidemment, au niveau régional, sur l'Amérique latine, c'est le Mexique. Donc depuis janvier, Cuba, aujourd'hui, est asphyxié encore plus, je dirais, parce que justement, cette question énergétique, elle est présente. Et de plus en plus, des pannes au niveau électrique, il y en a eu. Mais là, évidemment, ça impacte le transport, ça impacte le tourisme, ça impacte aussi les ambassades. Je ne sais pas si à cette époque-là, vous aviez connu aussi ces pannes, etc. Et dans d'autres mesures, peut-être. C'était ce type de situation.
Non, on n'avait pas de problème d'approvisionnement électrique. Il pouvait y avoir des coupures de courant, mais jamais des pannes généralisées dans presque tout le pays et qui peuvent durer un jour ou même plus. Donc là, c'est vrai que c'est un peu la nouveauté, quoi. En 1 an et demi, on a eu 6 pannes généralisées, donc c'est vraiment, on est face à une situation inédite. Et on imagine que ce n'est pas cette aide humanitaire qui arrive en ce moment, la mobilisation internationale qui peut réellement changer la donne. En réalité, c'est un peu des pansements, c'est-à-dire que ça va aider un temps certains Cubains, mais surtout, ça appelle finalement, c'est aussi une visibilité pour Cuba à l'international, de montrer aujourd'hui qu'il y a un besoin aussi de parler de Cuba, quand on sait qu'aujourd'hui, la situation et la plupart des médias aujourd'hui, et notamment aussi les États-Unis, sont vraiment plutôt regardés vers le Moyen-Orient aujourd'hui. Comment ils font les Cubains aujourd'hui? Ils ont toujours recours au système D? Comment on fait sans pétrole Eh ben sur une île? aujourd'hui, c'est le système D, c'est les allumettes, c'est on essaye de conserver, d'avoir des aliments qu'on peut conserver pendant plusieurs jours, mais ça a un impact surtout sur l'emploi. C'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que l'emploi, le transport et le tourisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à Cuba, ce qui faisait vivre les Cubains ces dernières années, c'était le tourisme qu'ils avaient réussi un peu à relancer, d'ailleurs à partir de 2022-2023, avec des chiffres qui s'étaient globalement améliorés par rapport à avant, mais on est encore une fois par rapport à une situation aujourd'hui qui est globale, mais aussi qui est due à un manque de diversification de l'économie cubaine. C'est ça aussi le sujet. Guy Christophe, derrière cette décision américaine de durcir l'embargo sur Cuba et d'empêcher désormais l'entrée de pétrole, que cherchent à faire les États-Unis? Pousser Cuba à négocier, et négocier quoi? Comme je le comprends, il s'agit effectivement, et surtout pour Marco Rubio, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, il s'agit de faire tomber le régime. Ça, c'est sa vision à lui. Le reste de l'administration Trump, à commencer par le président, sont beaucoup plus dans une attitude de on peut parler, on peut voir ce que vous nous proposez, et si vous nous proposez des choses qui nous conviennent, et ben à ce moment-là, on évitera de vous faire la guerre. Mais pour ça, il faut mettre la pression, et la pression, c'est empêcher le pétrole vénézuélien ou russe ou de n'importe où d'arriver, ou mexicain, d'arriver à Cuba. Donc c'est le blocus. On parlait, quel mot faut-il employer? Embargo, blocus. Pour le pétrole, c'est le blocus. Aucune goutte de pétrole jusqu'à ce que l'administration américaine obtienne quelque chose. Marco Rubio, il en fait une affaire personnelle, il est d'origine cubaine, c'est vraiment Cuba est dans sa ligne de mire? Non seulement c'est sa préoccupation fondamentale d'origine, puisqu'il est de parents cubains, mais c'est aussi sa première préoccupation en termes chronologiques, c'est-à-dire quand il est devenu sénateur pour l'État de Floride, le seul sujet de politique internationale sur lequel il s'exprimait, c'était Cuba. Ça n'a pas été suffisant pour le promouvoir, pour les élections de 2016. Sa candidature a été très vite transformée, balayée par la candidature de Trump. Il n'a pas réussi à négocier vraiment une position durant l'administration Trump 1. Il est resté comme sénateur au Congrès fédéral, mais par contre, avec Trump 2, on sent qu'il est un petit peu l'armature idéologique radicale de vouloir se débarrasser de régimes, qu'ils aient été ou pas démocratiquement élus. Ça n'a pas d'importance pour lui. C'est le cas du Venezuela, le cas de Cuba et peut-être demain le cas du Nicaragua ou d'autres pays. Pour revenir à ces négociations que cherchent à obtenir les États-Unis, on a une réponse ce soir du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, qui dit que La Havane est prêt à un dialogue sérieux et responsable, mais sans interférence dans les affaires internes. Ça ne suffit pas, ce « mais », justement, ne va pas plaire à Washington, on imagine. Bien sûr, puisque Washington, aujourd'hui, ils sont dans une position, même si des fois il y a eu un démenti, ils ne l'expriment pas comme ça, ils sont dans une position où il y a un changement radical à Cuba.
un changement radical au niveau politique, mais aussi au niveau économique. Cuba, historiquement, c'était des entreprises américaines qui étaient installées à Cuba. Ensuite, il y a eu évidemment cette révolution, la nationalisation ensuite de l'État cubain. Plus récemment, et je pense que c'est intéressant à mettre aussi en perspective, la nouvelle constitution aussi. Et Cuba, aujourd'hui, sur le côté idéologique, et les États-Unis, ils sont totalement opposés. Et on le voit. Et quand on a, pour revenir sur Marco Rubio, qui parle aujourd'hui de Cuba, il parle aussi à des exilés cubains qui sont présents massivement, une diaspora qui est présente à Miami et en Floride. Il parle à ces personnes-là. Cette diaspora à qui la Havane a proposé, a annoncé qu'elle pourrait désormais investir dans l'île, c'est une annonce qui a été faite cette semaine pour faire face justement à cette grave crise économique. Est-ce que ça va dans le bon sens, une mesure pareille, ou ce n'est que symbolique ? En fait, ça a déjà été fait. Raúl Castro, quand il était président et premier secrétaire du parti, a déjà introduit une ouverture économique tout à fait significative en permettant à l'entreprise privée cubaine de s'installer dans une liste de 218 métiers, depuis le salon de coiffure jusqu'à au logement pour les touristes ou au restaurant. Donc c'est quelque chose qui a été fait mais qui a échoué pour un certain nombre de raisons. L'une d'entre elles étant que Raúl Castro n'a pas osé faire la réforme qui était absolument indispensable, qui était l'unification monétaire. Jusque-là, Cuba fonctionnait avec deux monnaies, une monnaie pour les Cubains et une monnaie pour les étrangers à Cuba. Et il n'y avait pas de vase communicant entre les deux monnaies. S'attendant à une crise économique très forte, il a préféré assurer la continuité politique, désigner son dauphin et dire, l'actuel président Miguel Díaz-Canel, et lui dire, bon, ben maintenant tu te débrouilles, tu fais l'unification monétaire. Il l'a fait, mais beaucoup trop tard. Et donc, c'est les réformes qu'il avait introduites avec un certain courage au début de sa présidence effective, n'ont pas été suivis d'effet, et il faut refaire la même chose maintenant qu'il n'y a en théorie plus qu'une seule monnaie. En fait non, le dollar est revenu dans la circulation monétaire. On attend que la diaspora cubaine aux États-Unis envoie des dollars et pas des pesos cubains. Vous évoquez l'unification monétaire. Il y a eu d'autres changements depuis l'arrivée au pouvoir de Miguel Díaz-Canel. L'ouverture aux réseaux sociaux en est une. La nouvelle constitution dont vous parlez. Ces changements, est-ce que la population les applaudit ? Qu'est-ce qu'elle réclame, elle, aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une partie de la population, il ne faut pas se tromper sur Cuba, qui est très divisée autour de ce qui se passe depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui soutient aujourd'hui, évidemment, le gouvernement en place. Celle qui profite du régime ? En partie, et des fois certains sont même aussi à l'étranger. Et une autre partie aujourd'hui qui est très critique, parce qu'il y a des prisonniers politiques, il y a eu des arrestations pendant les manifestations, etc. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas avoir cette vision très manichéenne, entre tout le monde est en prison. Voilà, il y a un peu un mélange de tout ça aujourd'hui à Cuba. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est l'économie aujourd'hui et les changements se font de manière très très lente aujourd'hui à Cuba, et avec des crises successives. Cuba, par exemple, aujourd'hui a beaucoup profité sur le secteur de la santé pour envoyer des médecins cubains à l'étranger. Ils le font de moins en moins. L'état aussi des hôpitaux, qui était aussi un modèle il y a encore 15 ans, ça s'est effondré aussi. Donc cet investissement-là, finalement, pour certains Cubains, il n'est pas effectif. Voilà. Et ils ne le voient pas tout de suite. Est-ce qu'ils réclament aujourd'hui, les Cubains, un changement de régime et l'aide des États-Unis ? Sur une autre chaîne, j'entendais une interview d'un Cubain qui disait « Donald Trump est un mauvais ami, mais aujourd'hui, c'est le seul qui peut nous aider. » Discutablement, mais encore une fois, sur quel Cubain s'interroge-t-on ? Est-ce que c'est le Cubain de Miami ? Celui-là, il est ravi d'avoir pu entrer aux États-Unis avant 2016, puisque c'est en 2016 que Barack Obama supprime la modalité
de fonctionnement de l'émigration cubaine aux États-Unis, qui était celui qui arrivait à toucher le sol américain avec le pied, pouvait rester aux États-Unis, alors que celui qui allait à la nage, si on le capturait avant qu'il touche le sol, il était automatiquement renvoyé. Donc, ce Cubain-là a une vision. Le Cubain opposant de l'intérieur du pays dit « il faut que les Américains arrivent, c'est eux qui vont nous sauver ». Mais il y a encore peut-être une moitié de la population qui sait bénéficier pendant ces 60 dernières années des fruits de la Révolution. Par exemple, les études supérieures qui ont été ouvertes pour une bonne partie de la population. C'est le pourcentage le plus élevé de population qui a eu accès aux études supérieures. Donc, ces gens qui ont bénéficié du régime révolutionnaire pendant 60 ans ne sont pas encore convaincus qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et le régime et faire confiance à l'ennemi historique qui a été pendant 60 ans les États-Unis, qui sont à 110 km de leur côte. En tout cas, on imagine que ça négocie sec en ce moment, en coulisses, entre les Américains et les Cubains, ou pas? Alors, il y a des canaux de communication qui ont été établis, des contacts ponctuels entre des très proches de Raúl Castro, parce que les Américains comprennent bien que celui qui décidera, même s'il n'a plus de fonction officielle, c'est Raúl et c'est pas le président secrétaire du parti, Miguel Díaz-Canel. Donc c'est avec lui qu'on discute, et pour ça on a besoin de très proches de lui. Ça peut être son fils, ça peut être son petit-fils, ça peut être son petit-neveu qui est vice-premier ministre, mais c'est avec ceux-là qu'on va faire passer des messages et attendre des réponses qui est « voilà ce qu'on veut, qu'est-ce que vous êtes prêts à nous donner en échange ?» Guillaume Ascari, le mot de la fin. Vous aviez rencontré, ça m'intéresse, Raúl Castro en 2015. Est-ce que pour vous, on est passé à un moment, un après-Castro, maintenant à Cuba? C'est-à-dire avec Miguel Manifestement, non. Vous parlez de la dynastie Castro, elle est toujours là. Son problème, c'est qu'il a 10 ans de plus qu'en 2015. Donc maintenant, il a 95 ans. Il n'a plus du tout la forme qu'il avait quand il est venu en France en visite d'État il y a 10 ans. Donc, il est encore celui qui décide, comme c'est lui qui avait décidé que c'était Nicolás Maduro qui allait succéder à Hugo Chávez au Venezuela. C'est une décision qu'il a prise lui. Ce sera le mot de la fin.